retour sur le plateau du secrétaire général de l'enseignement catholique dans l'enceinte du Palais des Expositions de Paris à l'occasion du congrès des maires. J'ai le plaisir pour, d'une certaine manière, conclure cette visite en région Rhône-Alpes qui a marqué notre journée aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir le directeur diocésain du Rhône, Gilles de Baillencourt. Bonjour, monsieur de Baillencourt. J'avais envie, en bavardant deux secondes avec vous tout à l'heure, de faire un petit peu au travers de cette interview le portrait d'un directeur diocésain, parce que en fait vous touchez à énormément de secteurs, à énormément de domaines, et peut-être que la première manière de décrire vos fonctions, c'est de dire que vous êtes un homme à l'écoute des territoires, et c'est sans doute ce qui justifie votre présence au Salon des maires aujourd'hui. Oui, bonjour. Ouais. Franchement, je ne vous cache pas que lorsqu'on m'a proposé d'être présent aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi donc C'est de l'humilité, ça. Non, pourquoi tenir... Non, mais pourquoi l'enseignement catholique tiendrait-il un stand au Salon des maires? Nous n'avons rien à vendre. Et en plus, nous sommes quelquefois vus par les élus comme des quémandeurs qui viennent toujours réclamer un peu plus de moyens, un peu plus de subventions, un peu plus de forfaits. Donc moi, je n'ai pas une âme de VRP et donc je ne sais pas bien si c'était une bonne idée. Et pourtant, maintenant, je suis très heureux parce que je crois que c'est vrai qu'à travers les contacts que nous avons pu avoir, et puis cette présence de l'enseignement catholique qui précisément a un caractère un peu gratuit parce qu'elle n'a rien à vendre aujourd'hui, mais elle vient bien montrer comment nous pouvons être reconnus comme des acteurs dans les territoires, comme des partenaires avec lesquels nous pouvons travailler parce que nous contribuons à la vie des villages, des communes, des territoires, des bassins de vie et de population. C'est ce que j'allais vous dire. Le maire est une relation stratégique pour un directeur diocésain et sans doute d'ailleurs inversement. Oui, mais c'est quelquefois un peu compliqué parce que bon, moi, je ferme une école par an dans le diocèse de Lyon. Hein. Lyon, c'est pas seulement la métropole et Lyon intramuros. Et quelquefois, ça peut arranger localement qu'on ferme l'école parce qu'il n'y a pas de quoi, en termes de naissance, alimenter deux écoles. Et pourtant, je suis persuadé que la fermeture d'une école, c'est toujours l'appauvrissement d'un territoire et l'appauvrissement des libertés des familles qui, de ce fait, ne pourront plus choisir une école pour l'éducation de leurs enfants. Il y aura toujours des maires qui ne se plaindront pas de la fermeture d'une école catholique. Il y en a un certain nombre aussi, et il ne faut pas les négliger, qui, au contraire, sont heureux d'en voir une s'ouvrir ou d'en voir une rester. Absolument. Oui. Et il y en a dans votre région? Alors oui, depuis 10 ans, nous avons ouvert 2 collèges. Un collège dans le nord du Val-de-Saône, où nous n'étions pas présents. C'est la 4e rentrée et il y a 410 élèves à cette rentrée. Donc ça correspond à un vrai besoin. Et le partenariat, il était vraiment avec le conseil général de l'époque, puisque si ces 400 élèves n'étaient pas là, il aurait fallu au département construire un nouveau collège public. Et ça prend des années. Alors qu'on a pu le faire d'une manière beaucoup plus rapide, réactive. Bon, ça va, vous êtes aujourd'hui persuadé de la raison d'être d'un stand comme celui-ci dans l'enceinte du Salon des maires? Absolument. Et là, je disais que vous êtes directeur diocésain. J'ajoutais, pardon pour l'expression, un peu touche à tout, parce que vous êtes, je le disais, un homme de territoire, vous êtes aussi un homme de réseau, c'est-à-dire que vous êtes amené à imaginer la manière dont vos écoles, vos établissements vont peut-être être logiquement le mieux organisés sur un territoire. Oui, et au fond, un peu comme tout dirigeant d'entreprise ou d'organisation, il faut à la fois avoir les mains dans le cambouis, parce qu'il faut que le quotidien fonctionne bien. Tout en sachant prendre de la hauteur. Et en même temps, prendre de la hauteur pour anticiper et imaginer l'avenir, parce que sinon, nous irons dans le mur à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que moi, j'ai été frappé quand je suis arrivé dans le diocèse par le nombre de petites écoles rurales, dans lesquelles tout est compliqué. D'abord, ces écoles ont pendant très longtemps assuré le service public, il n'y avait pas d'école communale. Et ce qui fait que culturellement, pour les familles, les montants de scolarité sont toujours un sujet un peu délicat, un peu compliqué.
Et au fond, si nous sommes demandés et si nous souhaitons que l'école puisse continuer à assurer ce service et cette association au service public, eh bien, il nous faut trouver des solutions un peu nouvelles. Et en particulier par la mise en réseau de nos établissements, par les fusions d'organismes de gestion, en adossant des petites écoles à un centre scolaire. Et nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine à Lyon. On en a eu un très bel exemple aujourd'hui, puisqu'on a eu le témoignage de M. Audard sur Notre-Dame. Oui. Et tout le territoire du Beaujolais, où on a pu sauver comme ça quelques écoles grâce à une capacité d'initiative, d'enthousiasme, de dynamisme, mais professionnelle. Ce n'est pas une œuvre, caritative ou humanitaire. C'est vraiment rationaliser la gestion, professionnaliser l'organisation pour être efficace et présent dans les différents villages et dans les différents territoires. C'est un exemple. Il y a une exemplarité dans ce centre dont parlait M. Audard, qui est d'ailleurs en train de nous regarder à l'instant, qui dit non parce qu'il est modeste, mais en l'occurrence, c'est... Ah ben oui, parce que quand je me souviens, il y a 12 ans, il était chef d'établissement d'un lycée professionnel et technologique. Il ne connaissait rien à l'école primaire. Et aujourd'hui, il pilote un centre scolaire avec 8 écoles, 3 collèges, 2 lycées, un lycée professionnel, de l'enseignement supérieur, au total près de 4000 élèves. Mais 4000 élèves, ça ne veut pas dire un grand machin, parce qu'en réalité, le système est complètement multipolaire, mais avec une vision et une professionnalisation. Et c'est un modèle qui marche. Il y a autre chose qu'on pourrait ajouter, que vous ajoutiez tout à l'heure quand on bavardait ensemble, c'est le fait que vous faites vivre un territoire. Et ça, c'est pas rien quand même. Oui, on fait vivre un territoire, alors que sinon, il y a des écoles qui auraient pu fermer, un collège qui était au bord de la faillite, et s'il n'y avait pas eu effectivement Christophe Audard et l'établissement de Villefranche, eh bien aujourd'hui il serait fermé. De même, dans le nord donc, du Val-de-Saône, on a ouvert un nouveau collège qui aujourd'hui a plus de 400 élèves, parce qu'il a été porté par ce centre scolaire de Villefranche, parce que démarrer ex nihilo, en partant de rien, c'est impossible. C'est impossible financièrement, c'est impossible sur le plan des contrats d'association. Ça n'a été possible que parce qu'on avait un centre scolaire capable de porter un projet comme ça au service d'un territoire. On vous l'envie ? Il y a des gens qui... Oui, puisque j'ai mon homologue de Nantes qui m'a dit « Ah, mais on va venir voir comment vous avez travaillé, comment vous avez organisé cela, parce qu'on se rend compte que cette dispersion de petites écoles dans nos territoires, c'est à la fois un atout, mais c'est en même temps une faiblesse si on ne prend pas le taureau par les cornes pour trouver d'autres modes d'organisation. » Alors dans le portrait que je faisais du directeur diocésain, il y a d'une part effectivement ce spécialiste du territoire, ce spécialiste du réseau, de l'organisation. Il y a aussi le spécialiste de l'immobilier. On en a eu un exemple ce matin, puisque, en l'occurrence, on s'est attardé un petit peu sur ces exemples de mixité verticale qui nous ont été décrits par deux des chefs d'établissement de votre région. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, et d'autant plus que quelquefois ça pique un peu j'évoquais les relations avec des élus, parce que les élus n'ont plus d'argent, c'est très difficile, et en même temps, quand on voit que nous avons reconstruit une école de 16 classes avec des bureaux au-dessus de l'école qui ont financé la moitié du coût de la construction, et qu'à côté, la ville a construit une école qui a coûté 4 fois plus, sans justement cette approche-là de mixité verticale, eh bien, on se rend compte, et de plus en plus d'élus se rendent compte que eux aussi vont utiliser ce modèle-là, parce que sinon ils n'y arriveront plus. D'abord, dans une ville comme Lyon, le foncier devient rare et cher et compliqué, et que sur le plan économique, le fait de bâtir un projet ensemble permet de réduire les coûts. Ou alors, cette mixité, elle est aussi, vous avez eu aussi, je crois, l'exemple ce matin, construite avec l'association Simon de Sirène, qui accueille dans des appartements avec des personnes cérébro-lésées et des personnes valides, qui seront au-dessus demain, au-dessus de l'école que nous reconstruisons à Villeurbanne. Et je me dis que là, sur le plan éducatif, il y a quelque chose à faire d'intéressant
pour les enfants que nous accueillerons. Parce que si les enfants que nous accueillons ne sont pas, comment dirais-je, confrontés par une présence simple, un peu quotidienne, à des personnes handicapées, eh bien, ça restera un peu des mots, y compris entre eux, la manière quelquefois de s'insulter entre enfants dans la cour de récréation, alors qu'il y a de belles choses à faire. Et je suis persuadé que ça, ce sont des projets voilà, là aussi d'avenir. Et donc, ça me permet d'ajouter une nouvelle touche au portrait que je fais du directeur diocésain, à savoir qu'il faut être bon gestionnaire aussi. Il faut être bon gestionnaire, il faut surtout avoir des chefs d'établissement qui sont de bons gestionnaires, et c'est le cas, parce que de fait, il faut à la fois avoir le goût de l'aventure, mais d'une aventure qui sera maîtrisée. Alors évidemment, c'est plus facile dans des territoires qui sont en développement. J'évoquais le collège tout à l'heure, qu'a porté Christophe Audard, 8 millions d'euros. Bon, 4e rentrée cette année, il y a déjà 410 élèves. Donc on sait qu'on pourra rembourser les emprunts, parce que l'argent, il ne tombe pas du ciel, c'est des emprunts. On ne l'a pas au départ. Et ce sont des actes de foi, des actes d'espérance, mais des actes de foi dans cette idée, cette conviction que le projet de cet établissement catholique, aujourd'hui, demain, après-demain, et pendant 20 ans, 25 ans, 50 ans, il répondra encore à une demande éducative de parents. Parce que les parents bien, sauront que, oui, là on va s'occuper de mon enfant. Il y a à la fois un mixte d'une sécurité éducative, à la fois une colonne vertébrale qui sera donnée, un enracinement, les pieds sur terre, mais aussi la tête dans le ciel, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain. Animé par la foi et l'espérance, mais je suis persuadé que vous devez être de redoutables hommes d'affaires également, vous, directeur diocésain, et puis peut-être les gestionnaires qui sont autour de vous. Je complète encore le portrait. Homme de modernité aussi, parce qu'il faut savoir anticiper. On l'a vu tout à l'heure en parlant de cette démarche prospective vers 2030. Ça, c'est une première chose. Et oui. Qui a été en l'occurrence défendu tout à l'heure à ce micro par un de vos chefs d'établissement. Oui, c'est intéressant que ce soit un chef d'établissement qui en parle et qui en parle le mieux, parce qu'effectivement, l'enseignement catholique n'est pas une structure pyramidale qui fonctionnerait par injonction. Ça marche si la démarche est émergente. Et comme disent nos amis africains, la marmite commence à bouillir par le fond. Et si nous n'arrivons pas à mobiliser les chefs d'établissement précisément pour une dynamique de ce type, eh bien, plus personne ne se met au garde à vous, plus personne n'obéit dans une démarche pyramidale. Et ça, c'est la chance de l'enseignement catholique de parier sur des hommes et sur une organisation, j'allais dire, éclatée, dispersée, décentralisée, qui paraît un peu compliqué quelquefois, mais qui fondamentalement repose précisément sur le dynamisme des hommes. Alors, ensuite, un exemple, la révolution numérique, on en parle beaucoup, et on voit bien que demain, des grands groupes industriels pourraient proposer des formations à nos jeunes, aux lycéens, et la préparation du bac, et au fond, il n'y a plus besoin de lycée, quoi. Franchement, il n'y a plus besoin d'aller au lycée tous les matins pour travailler avec des profs. Ne vous inquiétez pas, sur votre tablette, on s'occupe de tout. Or, nous croyons à l'école, aux vertus de l'école, aux vertus de la relation éducative, de la relation pédagogique et de la relation entre élèves. On ne forme pas des individualités, mais des êtres de relation. Et en même temps, il faut bien intégrer ce que la révolution numérique peut nous apporter d'une manière positive, constructive. Et je suis très heureux que cette année, nous ayons démarré, à l'occasion de la réforme du lycée, à la mise en place de cet enseignement à distance, pour que cette année, des petits lycées ruraux, isolés, puissent assurer à leurs élèves une palette d'enseignements de spécialité. C'est l'élément nouveau dans la réforme. Vous savez qu'il n'y a plus de LESS, mais des enseignements de spécialité par précisément cet enseignement à distance. Et cette année, nous avons déjà 130 élèves qui, dispersés dans une dizaine d'établissements, participent à cet enseignement à distance. Et nous sentons bien que ce qui a commencé dans des petits lycées ruraux isolés, demain va être amené à se développer dans des lycées, y compris de villes, urbains, ou dans des plus gros établissements. Il y a quelque chose là, mais dont il ne faut pas perdre l'originalité en termes précisément de qualité de relation, c'est-à-dire de vivre ça dans l'école. Les élèves travaillent dans l'établissement, ils ne sont pas couchés sur leur lit avec leur tablette pour suivre
pour comment dirais-je, travailler le cours que le prof a mis en ligne avec des petites pastilles vidéo, des documents, des textes, etc. On pourrait ajouter accessoirement, pas accessoirement d'ailleurs, principalement, que ce que vous dites, l'enseignement à distance, le numérique de manière générale, ça cadre bien avec cette écologie intégrale que le pape François appelle de ses voeux dans sa dernière encyclique. Absolument. Je crois qu'il y a quelque chose là qui est à réussir parce que précisément c'est un service qui peut être apporté à tous. Moi, vous évoquez Laudato Si. Moi, j'étais très frappé en lisant cette encyclique qu'il n'a pas parlé que des questions environnementales. Pour moi, l'écologie, c'était les questions d'environnement, la protection de la planète, les déchets, la chasse au gaspillage, oui. Etc. Et j'étais très frappé de voir comment, à chaque fois que le pape aborde la question environnementale, il aborde la question de la pauvreté. Et en associant profondément les deux. Et ça nous bouscule un peu pour que dans nos établissements, précisément, ce soit tous nos processus éducatifs qui soient un peu revisités, tous nos projets qui soient revisités à l'occasion de ce qu'on a appelé les éco-béatitudes que nous avons promulguées. Pour la petite histoire, initialement, nous devions produire les 10 commandements de l'écologie intégrale. Les 10 commandements, mais alors on aboutissait à une série d'injonctions en termes de commandements, que ça avait un petit air d'écologie punitive, culpabilisante, et on s'est dit mais non, l'enjeu c'est le bonheur des jeunes et le bonheur de l'avenir de notre humanité. Moi je suis très frappé de voir, je rencontrais une jeune l'autre jour qui me disait mais moi quelquefois je ne dors pas la nuit parce que je suis vraiment angoissé, je suis vraiment angoissé pour la planète, je suis vraiment angoissé pour notre humanité. Et je lui dis mais nous avons un témoignage d'espérance à donner et en même temps de fait à construire un monde nouveau. Et ces éco-béatitudes, précisément parce que l'enjeu c'est le bonheur, eh bien, nous invitent à revisiter notre manière de vivre, de travailler. Et je suis très frappé que dans nos établissements, les enseignants, les parents, qui quelquefois ne sont pas forcément très à l'aise avec notre univers catho. C'est un peu le langage de la tribu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on ne va pas se faire enrôler dans une affaire? Ils sont très attachés à leur liberté et c'est bien normal. Eh bien, ils découvrent avec ces éco-béatitudes une autre manière de présenter le message, une autre manière de parler du projet de l'école catholique et de ce que nous voulons vivre et proposer aux jeunes que nous accueillons et aux adultes. Merci Gilles de Baillancourt. C'était bien que vous soyez au Salon des maires. Oui, c'était très bien. Merci. Merci, j'ai rien à vendre. Merci. Merci. Au revoir.